Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième saison sur 11e art. Et oui, deuxième saison déjà, on entame une nouvelle année riche et intense, pleine de nouveautés. Une nouvelle équipe déjà, avec 4 joyeux larrons qui ont rejoint l'équipe, qu'on est très fiers d'avoir avec nous. Vous les entendrez tous évidemment dans nos différents formats tout au long de la saison. Nos formats justement sur lesquels il y a quelques nouveautés, puisque des nouveaux formats vont naître cette saison, des formats courts, du Twitch, de l'histoire, de l'écologie, il y en aura pour tout le monde. Là encore, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux si vous voulez découvrir ces formats en avant-première. Mais aujourd'hui, on va rester sur un format qui a très bien fonctionné, la table ronde. Vous le savez, la table ronde, c'est notre podcast qui s'intéresse aux problèmes du football français afin d'apporter des solutions concrètes pour l'améliorer. Et pour cette émission, nous allons commencer par remonter un petit peu le temps. Le 10 janvier 1999 était diffusé pour la première fois à la télévision le premier épisode de la saison 1 des Sopranos. L'épisode s'ouvre sur une rencontre entre Tony Soprano, mafieux italien immigré à New York, et Jennifer Melfi, psychiatre. Pendant plus de 6 saisons, ce qui reste aujourd'hui comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, Les Sopranos nous racontera l'histoire de ce père de famille, à la fois tiraillé par la crainte que ses consultations régulières soient découvertes par son entourage gangster, et soulagé par ses nombreuses séances d'introspection personnelle. Comme si lui, Tony Soprano, patron de la mafia du New Jersey, ne pouvait pas avoir de faiblesse. Comme si certaines personnes, certains métiers, que ce soit des patrons de mafia, des PDG de grandes entreprises ou des footballeurs grassement payés à courir derrière un ballon, ne pouvaient être en proie à des problèmes psychologiques. Ou comme si vivre de sa passion ne pouvait être que positif. Et oui, car le sujet est bien là. 23 ans après l'apparition de ce feuilleton new-yorkais, nombreux sont les domaines touchés par la question de la psychologie et de la préparation mentale. Et le football n'en est mort pas, puisque d'après la FIFPro, 38% des footballeurs présentent des symptômes de dépression et d'anxiété. Même Jürgen Klopp, l'un de ses plus grands ambassadeurs, l'affirme. Avant, la marge de progression était d'abord centrée sur l'aspect physique. Maintenant que nous avons atteint un certain palier au niveau du corps, on a besoin de travailler le cerveau, qui a peu été bossé jusque-là. Mais alors, comment muscler ce muscle qui n'en est d'ailleurs pas un? Quels acteurs se cachent derrière ce terme? Existe-t-il toujours une certaine frilosité des acteurs du football face à cette discipline? Vous l'aurez compris, nous allons parler dans cet épisode de psychologie et de préparation mentale. Et pour m'accompagner aujourd'hui, des invités de marque. Vous en avez l'habitude sur 11e art, on ne fait pas les choses à moitié, puisque ce sont tous les deux des experts dans leur domaine. Je me tourne d'abord vers toi, Chloé. Chloé, toi, tu es psychologue de formation et chercheur en sciences du sport. Tu travailles notamment à l'INSEP avec le laboratoire Sport, Expertise et Performance. Tu es spécialisé et tu as fait ton doctorat là-dessus sur les facteurs de stress chez les athlètes de sport collectif. Et depuis quelques mois, peut-être quelques semaines, je ne sais pas où est-ce qu'on en est en termes de temporalité, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Tu es responsable du nouveau centre de recherche de la Direction technique nationale à Clairefontaine. Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises jusqu'ici? Je suis responsable adjointe. C'est juste pour mon responsable qu'on remette les hiérarchies. Mais sinon, c'est parfait. Très bien. Du coup, ce centre de recherche, où est-ce qu'on en est exactement? Alors, c'est un projet qui a vu le jour un peu avant le Covid et puis qui a changé de tête pendant la crise Covid, comme beaucoup de projets qui ont été engagés et puis qui ont vu leurs éléments et un petit peu modifiés. Alors, le centre de recherche en tant que tel et le projet qui est porté par la DTN et plus globalement par la fédération, ça va faire 1 an et demi que ce projet voit le jour. Et on est vraiment sur une phase de développement où on a défini quelles allaient être à la fois nos thématiques de travail, mais aussi les personnes et l'organisation qu'on allait avoir. Et d'un point de vue structurel, et le grand événement qui nous attend d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, c'est la livraison du bâtiment du centre de recherche à Clairefontaine qui sera livré début septembre. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail quels sont les objectifs de ce tout nouveau centre? Oui, tout à fait. Alors, ce centre de recherche, il est développé au sein de la DTN et il est développé plus particulièrement, et ça a son importance, au sein d'un département qui est le département recherche, enseignement et développement à l'international. C'est important parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est un centre de recherche qui a vraiment pour vocation, d'être implanté dans la direction technique, donc qui va répondre à des questions de terrain. Donc, on va comprendre et essayer d'écouter les besoins de terrain et développer à la fois des protocoles de recherche, c'est le propre du sein d'un département de recherche, mais aussi le fait que ce soit relié au département enseignement, c'est vraiment pour faire le lien. Tous les sujets et les thématiques sur lesquels on va travailler, les protocoles de recherche qu'on va développer, ils ont pour vocation directe d'être retransmis au terrain. Donc le fait d'être lié au département formation, c'est une manière pour nous de pouvoir délivrer quotidiennement
les messages et les résultats des travaux qu'on conduit. Et pour que ça soit peut-être un peu plus concret, les travaux qu'on conduit, ils sont en lien avec 3 thématiques, dont l'une va vous intéresser particulièrement aujourd'hui, mais on conduit des travaux sur tout ce qui est en lien avec la santé et le bien-être, des travaux sur l'analyse de performance. Donc, Christopher Carling, qui est le responsable du centre de performance, est un expert international. Et des travaux autour des technologies et de l'apprentissage, avec la réalité virtuelle, l'optimisation de la concentration, de la prise d'information, prise de décision, tout ce qui est en lien avec les fonctions exécutives. Donc voilà, ça c'est les 3 grands axes qu'on a. Et l'idée, c'est de pouvoir, un, développer des protocoles de recherche, tester, optimiser, et deux, retransmettre au terrain et faire monter les joueurs, les staffs en compétences sur ces différentes dimensions. Et ces 3 pôles-là, ils travaillent de manière indépendante ou vous essayez justement de créer des synergies entre les 3 pôles? Alors les projets de recherche, ils peuvent mêler différentes. Par exemple, on peut avoir des projets de recherche qui vont mêler différents thèmes. Si je prends l'exemple de la psychologie, en plus on en a parlé aujourd'hui avec les responsables des sélections nationales, mais on a un projet qui vise à mesurer dans le temps le développement des habiletés mentales des joueurs en sélection nationale, de U16 à U20. Donc notre élite française des jeunes joueurs. Mais ça, typiquement, c'est un projet qui s'inscrit dans un axe avec une dimension psychologique forte, puisqu'on mesure ces différentes habiletés, mais qui correspond également à de l'analyse de performance, parce qu'on va analyser les trajectoires de performance des joueurs et les mettre en corrélation avec la présence ou non de certaines habiletés qui seront discriminantes pour le haut niveau. Ok. Et toi, du coup, tu es spécialisé sur un de ces pôles en particulier ou tes travaux mènent sur l'ensemble Non, c'est du vraiment une centre de recherche? complémentarité. Alors, c'est ce que j'ai dit, bien sûr que l'aspect santé bien-être me parle plus au départ que l'aspect analyse de performance, mais c'est vraiment vu comme des actions qui sont très complémentaires. Et il y a une vraie synergie dans l'équipe de chercheurs parce on est 3 chercheurs, un en prépa physique, un en analyse de perf, et puis moi plutôt sur le volet psychologie. Et il y a une réelle synergie de ces 3 acteurs, donc c'est une vue très holistique de la performance et de l'individu en général. Ok, super. Bah écoute, on espère que ce centre de recherche mènera des travaux qui amélioreront un petit peu notre football français. Pour nous accompagner avec Chloé, on a dans cette émission le plaisir de recevoir quelqu'un qui a un CV long comme le bras. Il est lui aussi psychologue de formation. Il a arpenté les routes de France et les clubs de Ligue 1. Il est passé par l'INSEP, les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco, ex-AS Monaco, il m'a demandé de préciser. Et au milieu de tout ça, il a écrit un livre, Devenir champion, la psychologie au service de la performance, aux éditions Solar. Il ne le sait pas, mais il est le père spirituel d'Aurélien Tchouaméni. Bonjour Cédric Quignon-Fleuret. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, je revendique pas l'appellation père spirituel d'Aurélien Tchouaméni. Oui, oui, merci pour la belle introduction. Ça me met un coup de vieux, mais c'est bien, ça veut dire que on a fait quelques trucs. Où est-ce que tu en es désormais maintenant, Cédric? Tu viens de quitter du coup la SM, c'est ça? Ouais, je viens de quitter la SM, donc là, bah, c'est en construction, c'est en réflexion. Euh, je vais probablement reprendre déjà de la consultation individuelle et bon voilà, j'ai des sollicitations un petit peu à ce niveau-là, mais mais oui, c'est pas encore tout à fait acté. Je suis en train de voir ce qui va se présenter pour la nouvelle saison, mais là je sors de 2 saisons très riches, très pleines, donc j'en profite pour souffler un peu aussi, pour dire la vérité. Travailler à plein temps dans le milieu du football et de la Ligue 1, c'est quelque chose qui est quand même euh, assez exigeant. Voilà. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir tous les deux avec moi dans cette émission parce que, comme on le disait nous en off pendant la préparation de cette émission, vous avez tous les deux la même formation en psychologie, mais vous avez quand même deux profils très différents, que ce soit sur l'aspect théorique, mais aussi pratique. Ça, on peut le voir par rapport à vos différents métiers, parce que l'un travaille dans un club, l'autre dans une instance. Donc voilà, tout ça va nous permettre de débroussailler un petit peu ce vaste sujet et surtout de vulgariser ce qui se cache derrière la préparation mentale d'un joueur de haut niveau. Pour commencer, je vous propose qu'on commence par une question assez générale. Qu'est-ce qu'on appelle la préparation mentale? Et quand je dis ça, la question, c'est plus sur quoi est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille plutôt sur le match? Est-ce qu'on va travailler plutôt sur des problèmes personnels? Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement en quoi consiste votre métier? C'est une vaste question parce que et on a besoin, à mon avis, dans ce métier-là, de clarté.
pour être compris et pour justement éviter les écueils peut-être parfois de certaines pratiques ou certains praticiens. Et en même temps, c'est toujours un peu difficile, je trouve, de définir notre métier de manière extrêmement cadrée, dans lequel on dit bah ça c'est de la préparation mentale, ça n'en est pas. Où est la limite exactement? J'aurais du mal à la situer, mais par contre, moi, ce qui est très clair et ce qui va animer la notion de préparation mentale, c'est d'amener les gens à optimiser l'utilisation de leurs ressources pour développer leurs habiletés mentales, de la motivation, de la concentration, de la confiance en soi, etc. Après, est-ce que les problèmes de la vie perso vont venir influencer ces habiletés mentales? Parfois oui, parfois non. Alors, est-ce que parfois on déborde un peu de notre cadre de préparation mentale pour aller vers des aspects plus liés à l'accompagnement psychologique? C'est probable. Mais je sais pas ce que Cédric en pensera, mais j'ai quand même un peu du mal parfois à imposer cette limite et je pense que les frontières sont poreuses, et l'être humain est fait ainsi, et c'est peut-être pas plus mal. Oui, moi je suis d'accord. Tu as donné la réponse. Voilà, c'est pas forcément la volonté de praticien de mettre des limites, c'est la réalité de l'individu qui est face à nous. Et l'individu qui est face à nous, il est là dans sa globalité. Il est un sportif, il est un footballeur et il est le fils d'eux, il est un mari, il est des fois simplement un gamin. Voilà, donc on a affaire à l'intégralité de cette personne et donc évidemment que euh, on doit s'intéresser à l'intégralité de cette personne parce que on n'est pas face à, je dirais, à une machine à qui on transmet des recettes toutes faites et qui seraient d'ailleurs des recettes magiques. Et les écueils sur la préparation mentale, d'ailleurs, dont parle Chloé, reprennent généralement un petit peu cette trame-là de recettes un peu magiques qui seraient de formules qu'on pourrait appliquer à tout le monde. Et si c'est une formule qu'on peut appliquer à tout le monde, on n'est pas sur de l'humain. Voilà, c'est assez fondamental pour moi, c'est assez basique. Il y a rien qui marche avec tout le monde réellement. C'est vrai pour tout. C'est tout ce qui touche à la psychologie. Encore plus dans le sport de haut niveau. Et encore plus dans le sport de haut niveau, absolument, parce qu'on est sur du spécifique, de l'ultra spécifique, et puis on est sur des histoires de vie, etc. Donc je pense que la définition qu'a très très bien donnée Chloé, que je reprendrai moi pareil, c'est-à-dire la distinction que je vois dans mon travail, elle est effectivement de choses qui vont être clairement sur un travail centré sur le terrain, sur les habilités mentales, et une autre qui va être plus clairement justement sur l'équilibre personnel et sur l'épanouissement personnel en dehors du terrain. Puis on va dire, on peut voir une autre catégorie où on est sur la psychothérapie. Voilà. Donc après, effectivement, c'est évident que lorsqu'il plus est qu'on avait une formation en psychologie, vous êtes préparateur mental, vous allez déborder sur l'un et sur l'autre. La frontière, on va dire la frontière, c'est évidemment lorsqu'on va toucher à la psychothérapie, parce que là, c'est réservé à une spécificité professionnelle. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander justement, comment est-ce qu'on distingue, tous ces termes? Parce que c'est vrai que moi qui ai fait pas mal de recherches sur ce sujet que je ne connaissais pas du tout, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de multiplicité des termes, pour désigner justement, la personne qui s'occupe de la préparation mentale. On parle de préparateur mental, on parle de coach mental, on parle de psy parfois et c'est vrai qu'il y a un espèce de flou à ce niveau-là. Hem Et on a même du mal à distinguer ces 3 professions, donc c'est pour ça que Mm. je me permettais de poser cette question en introduction parce que même moi, après m'être quand Mm. même pas mal renseigné sur le sujet, j'ai eu du mal un peu à distinguer qui faisait quoi exactement. Bah, après, ce qui est important, c'est de rappeler, je pense que c'est toujours une introduction qui est importante, c'est que euh, il y a des choses qui relèvent du titre, il y a des choses qui relèvent de l'appellation. Voilà, être psychologue, c'est un titre, être chercheur, c'est un titre, et ça sous-entend une formation universitaire diplômante. Préparateur mental, c'est une appellation. Donc, quand on peut travailler dans la préparation mentale, dans ce domaine de la préparation mentale, mais ça ne relève pas nécessairement d'une formation et d'une compétence. C'est pour ça qu'il y a un grand flou, c'est-à-dire que en réalité, alors ça évolue de plus en plus. Moi, j'ai observé, je ne sais pas si Chloé aura fait la même observation, mais au départ, quand on travaillait dans le champ de la préparation mentale, on tombait sur une majorité de gens qui faisaient de la sophrologie. Voilà, c'était grosso modo, c'était beaucoup beaucoup de gens. Si vous regardiez dans les CV, c'était de la sophrologie. Et de plus en plus, on a eu des gens qui faisaient de la sophrologie, des gens qui faisaient de la psychologie, on a eu des gens qui faisaient de la recherche, et puis voilà, on a compris que derrière, dès lors que c'était une appellation que tout le monde pouvait se revendiquer de ce champ-là,
il était intéressant qu'on s'intéresse à, on va dire, aux formations les plus appropriées, et puis de distinguer effectivement qui est le plus formé, le mieux formé pour faire tel ou tel type de pratique ou d'intervention. Voilà. Et puis au-delà de la formation, et ça c'est pareil, c'est un travail qu'on va lancer avec le centre de recherche, mais pour répondre exactement aux écueils que tu soulèves dans ta question et que Cédric renforce dans sa réponse. Mais au-delà de la formation, il y a c'est un second volet, mais qui est pas négligeable, c'est la question de la posture. C'est-à-dire qu'on peut parfois être très bien formé, et puis dans la posture, pas avoir la posture adéquate, que ça soit en faire trop, en faire pas assez, vouloir être sauveur. Bon, moi j'ai beaucoup de problèmes avec les personnes qui se mettent beaucoup en avant avec leurs athlètes, par exemple. Ça fait partie des postures qui me semblent assez peu adéquates dans notre type de profession, mais je n'y porte pas de jugement, c'est juste un avis personnel. Et en fait, il y a quand même pas mal d'instances qui sont lancées dans des process de labellisation. La SFPS, donc la Société française de psychologie du sport, a labellisé un certain nombre d'intervenants. La Fédération française de rugby a fait de même récemment. Certains accompagnateurs sont labellisés, donc pour le coup les coachs, par l'INSEP. Et à la Fédé, on a cette volonté de créer un label d'accompagnateur FFF. Encore une fois, c'est pas dire si les gens sont bons, pas bons, décider et apporter un jugement, mais c'est pouvoir assurer de la qualité, encore une fois, de la formation et de la posture des intervenants qu'on a sur notre territoire et qui interviennent dans nos clubs et nos pôles et nos centres de formation en ce qui concerne la FFF. Donc, formation et posture, pour moi, c'est vraiment les mots qui vont nous qualifier. On va passer dans des trucs un petit peu plus concrets. Je voulais savoir, vous, du coup, comment est-ce que vous travaillez au quotidien? Alors, c'est évidemment deux quotidiens complètement différents. Je me tourne peut-être plus vers Cédric dans un premier temps. Toi, comment est-ce que tu travaillais quand tu étais directement en charge d'une équipe, par exemple, je prends l'exemple de l'AS Monaco qui est ta dernière expérience récente. Comment est-ce que tu travaillais concrètement? Est-ce que tu avais une cellule dédiée? Est-ce que les joueurs avaient des rendez-vous fixés? Est-ce que c'était C'est volontaire? ça qui est Comment est-ce que tu intéressant. travaillais? Bon, après avoir fait presque 20 ans d'INSEP où les choses sont très structurées sur les prises en charge, les accompagnements, lorsque vous arrivez dans un club de foot, un peu comme ça a été le cas au Girondins de Bordeaux, tout est à créer. La place, elle n'est pas faite. Moi, c'est aussi ça que je trouve à chaque fois assez passionnant. C'est que la place n'est pas faite, le niveau de confiance, de crédibilité que vous avez est clairement pas déterminé ou très mal déterminé en fonction de après qui vous passez. Et le lien relationnel est à faire, que ce soit d'un point de vue, je dirais, euh, d'un point de vue structurel, d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue humain. Et évidemment, quand vous travaillez on ne se rend pas compte, mais un club de foot, c'est une toute petite structure en réalité, dans le sens, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent graviter, comme à l'AS Monaco, autour de la structure, au quotidien, vous êtes confronté à une petite équipe de gens, entre les médecins, les kinés, euh, les, les préparateurs physiques, voilà. Et donc, il faut apprendre à cohabiter avec tous ces gens-là, à la fois faire sa place et à la fois respecter le travail des uns et des autres. Donc oui, concrètement, moi, déjà, il faut beaucoup expliciter. Il faut beaucoup expliciter ce qu'on fait pas, comment on veut le faire, et on en revient à la question de confidentialité qui est, je pense, enfin je pense que Chloé ira dans mon sens, mais moi c'est l'une des questions les plus épineuses depuis que je fais ce métier, qui est toujours compliquée, c'est la question de la confidentialité. La question de la confidentialité dans le travail qu'on fait, qui soulève beaucoup de fantasmes, en règle générale, mais ça, et faire comprendre aux gens, même quand on travaille en équipe, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire, et la difficulté des fois à dire quelque chose dans le travail qu'on fait, surtout lorsque, comme moi, on a cette double casquette entre la psychologie, on va dire clinique, et la préparation mentale, c'est quelque chose de subtil qui nécessite d'essayer de bien communiquer et puis d'entendre aussi les besoins de la structure. Donc oui, concrètement, au quotidien, ça passe par de l'observation, ça passe par des bilans, ça passe par des rendez-vous à la demande des joueurs, et beaucoup d'adaptation aussi. Hein. Dans un club de foot, il y a beaucoup de choses qui nécessitent d'être très très disponible, très très réactif en termes voilà, d'heures, en fonction du match, en fonction que ce soit en déplacement, etc. Donc voilà, on est un petit peu, comme je disais, c'est exigeant. Surtout que les joueurs, ben eux, il faut, j'allais dire, se plier à leur exigence à eux, à leur disponibilité à eux, à leur organisation à eux.
et c'est pas eux qui vont se plier à la vôtre. Ce qui peut être plus le cas à l'INSEP quand même, parce que vous êtes dans un bâtiment, voilà, moi j'étais au département médical pendant longtemps, donc les sportifs ils savent où me trouver, ils prennent un rendez-vous au secrétariat. Là, ça se passe pas du tout comme ça, donc voilà, c'est une organisation. Je pense que chaque intervenant qui va travailler dans des clubs, et je pense et j'espère qu'il y en aura de plus en plus maintenant, doit créer un petit peu sa méthodologie de manière à ce que ça lui convienne à lui, ça convienne aux gens avec qui il travaille, et ça convienne, et surtout, très important évidemment, c'est que ça convienne aux sportifs. Et après, pour compléter, moi, quand j'étais vraiment intégrée dans une équipe, c'était le pôle France féminin qui, pour le coup, s'entraînait à l'INSEP, les moments où j'ai le plus croisé Cédric. Et moi, je crois beaucoup dans nos métiers au moment informel, en fait, parce qu'il y avait des rendez-vous planifiés, parce qu'il y avait des interventions collectives planifiées, etc. Mais je pense que j'en ai rarement autant appris que quand je me suis retrouvée à côté de telle joueuse dans le bus, ou quand j'ai pris un déjeuner avec le staff ce midi-là. Enfin, faire partie aussi de tous ces moments de la vie des staffs et des joueuses. Moi, je sais que l'observation des entraînements, c'était très intéressant, mais c'était aussi super intéressant quand les blessés venaient observer, ou quand j'allais voir leur éducation, parce que c'était beaucoup plus facile pour ces joueuses-là en question de discuter dans ces moments-là que de réellement prendre rendez-vous, même si elles le faisaient. Mais j'insiste vraiment sur la qualité de ces moments informels qui sont pas tant structurés au départ, mais qui nous apportent aussi de la richesse. Mais ça nécessite, tu l'as très bien dit, Cédric, beaucoup d'adaptation et beaucoup d'amplitude horaire. Ça fait partie du jeu aussi. Et, oui, et puis c'est tout à fait, pardon, je rebondis sur ce que dit Chloé. Il y a quelque chose qu'on travaille à travers tous ces moments informels. Moi, ça a été le cas, mais même aussi à l'INSEP, hein, sur des pôles où je pouvais aller, ou au Girondin de Bordeaux, etc. C'est euh, le lien de confiance. C'est-à-dire que ces moments informels, la présence, les discussions informelles, le fait que justement ça n'a pas lieu toujours sur quelque chose de formalisé dans un bureau où je suis le psychologue, tu es le patient, entre guillemets, c'est essentiel parce que fondamentalement, à la base, les sportifs, ils n'ont pas nécessairement confiance, ils n'ont pas nécessairement envie de se confier, ils n'ont pas nécessairement envie de, comme tu as pu le dire en introduction, d'exposer une faiblesse, etc. Et certainement pas à n'importe qui dans n'importe quel cadre. Donc, il y a besoin de créer ce lien, ce tissu de confiance. Et oui, ça se passe beaucoup par plein de petits moments informels. Ouais, je suis d'accord et que ça fait partie du travail. Cédric, toi, tu évoquais il y a quelques secondes, là, justement, les réticences au niveau des joueurs qui ont tendance parfois à penser que la prépa mentale, c'est aussi uniquement pour cacher ou pour combler des faiblesses. Moi, j'ai lu pas mal de témoignages, justement, pour me renseigner pour cette émission, d'entraîneurs qui, eux, estiment que la préparation mentale, c'est pas quelque chose de forcément nécessaire, et qui estiment surtout, ou alors qui ont la peur surtout, d'avoir une certaine perte d'autonomie, justement, avec l'avènement de métiers comme le vôtre. Est-ce que c'est le genre de cas justement que vous avez déjà eu des entraîneurs qui viennent vous voir et qui vous disent très clairement que votre métier, ils ne l'apprécient pas, ou votre façon de travailler, ils ne l'apprécient pas? Oui, bien sûr, hein. Moi, oui, bien sûr. Tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas convaincu. Euh, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que ça puisse paraître comme quelque chose d'intrusif, mais aussi surtout quelque chose où ça peut venir perturber l'influence justement psychologique que l'entraîneur essaye d'avoir sur un joueur ou sur son groupe. Euh, oui, il y a beaucoup de réticence de la part de coach d'une manière générale, et dans le milieu du foot, bon, évidemment, je ne les ai pas tous sondés, mais je pense qu'encore plus, parce que c'est un milieu plus fermé, c'est un milieu où il y a, voilà, où les postes sont aussi très fragiles, donc on essaye de tout maîtriser, on essaie l'élément tiers, l'élément inconnu. Même s'il n'y a pas un coach qui vous dira pas quasiment qu'il ne croit pas aux facteurs psychologiques ou qui ne croit pas que la psychologie c'est important. Par contre, il n'y a qu'à constater le nombre de psychologues qui concrètement travaillent dans des clubs, ça reste quand même très, très faible. Donc c'est que ces réticences, elles sont diverses, on va dire, en fonction des individus, mais très réelles. En revanche, je pense que dans le sport de haut niveau, si on sort du foot d'une manière plus générale, ça avance vraiment dans le bon sens. Ça, je pense que de plus en plus, voilà, quand on parle du sport olympique, lorsqu'on parle
de l'INSEP, même de plein d'autres, je pense, sport, club, je pense au rugby, effectivement, on voit ce que Chloé est en train de mener avec la FFF. Enfin voilà, quand on parle du foot, on parle quand même d'une bulle, du très 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 haut niveau de professionnalisme qui fait que c'est plus complexe, quoi. Chloé, toi, avec le centre de recherche, je suppose que vous avez fait des enquêtes terrain pour évaluer un petit peu les besoins qu'avaient les différents clubs professionnels et amateurs. Ouais, Qu'est-ce complètement. qui est ressorti de ces entretiens-là? Et est-ce que justement il y avait ces formes d'appréhension au niveau des entraîneurs ou au niveau des clubs directement pour intégrer le sujet de la préparation mentale? Alors l'audit, il a été conduit, pardon, auprès des structures fédérales, donc centre de formation et pôle, pas au niveau des clubs professionnels, mais prochainement, on va rencontrer les responsables de performance des clubs professionnels. Euh, Moi, ce que dit Cédric, effectivement, c'est son expérience du foot professionnel que j'ai pas, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Par contre, je le rejoins vraiment sur ce qu'il a dit sur le développement dans les autres structures. Honnêtement, moi, j'ai ce, ce projet, mais comme d'autres que j'ai pu porter avant, je trouve a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que les gens sont effectivement dans une ouverture, les gens du monde sportif, comme les gens du monde non sportif d'ailleurs. Je pense qu'il y a quand même une ouverture à la prise de conscience de ces aspects mentaux dans le bien-être quotidien, dans la performance, mais pas que la performance au sens où on l'entend des résultats, mais la performance de vie, quoi. Comment je m'épanouis, j'utilise au mieux mes ressources et j'optimise mon plein potentiel. Et, et je pense qu'on est quand même sur des mouvances, comme l'a dit Cédric, qui sont positives avec un degré d'ouverture qui s'accroît. Et si on doit parler du projet du centre de recherche et de l'accompagnement psychologique qui est proposé par le centre de recherche, on a des très bons échos pour l'instant et un très bon accueil. Mais c'est différent du monde professionnel que Cédric a côtoyé, je le concède probablement. Ouais, après, c'est pas comme s'il n'y avait pas des énormes besoins dans les centres de formation et les clubs amateurs. C'est limite plus important d'accompagner ces clubs dans ces structures-là que des joueurs du niveau professionnel. Bah, ça rendra la vie plus facile de Cédric plus tard. C'est-à-dire que si nous, on les a bien accompagnés dans les centres de formation et les pôles, après, en club, on aura déblayé le chantier. Alors, dans les centres de formation, je complète parce que moi, je collaborais aussi avec les centres de formation par où je suis passé, à Bordeaux, à Monaco. Et d'ailleurs, à Monaco, il y avait déjà, et il y a toujours une psychologue qui travaille avec la formation. Je crois qu'il y a de plus en plus de psychologues. Alors, clairement, de ce que j'ai cru comprendre, beaucoup plus sur un axe préventif, voilà, psychologie, j'allais dire classique, auprès des jeunes du centre de formation. Et c'est le plus important. J'étais le premier à dire que c'est plus important d'avoir des psychologues qui puissent être là parce que, voilà, on sait tous que lorsque vous êtes dans des centres de formation sur du haut niveau professionnel, tout le monde, voire une minorité en sorte, minorité en sorte avec des contrats professionnels, et il est très important de s'intéresser à tous ceux qui ne vont pas faire carrière, à tous ceux qui vont avoir eu un sentiment d'échec, et aussi de pouvoir les aider au maximum à structurer leurs projets, mais pas seulement sportifs, extra-sportifs. Et à ce niveau-là, j'ai envie de souligner qu'il y a justement un travail qui est formidable que j'ai trouvé qui est fait au niveau du centre de formation de l'AS Monaco. Et que je pense que voilà, cette prise de conscience dans les centres de formation, encore une fois, parce qu'on retrouve des structures où on a affaire à des jeunes et que on comprend bien que les encadrer, voilà, c'est quelque chose d'important. C'est dès qu'on touche au professionnalisme, dès qu'on touche au professionnalisme, voilà, au pro. Vous savez, d'une part, ce qui se passe au niveau des pros, c'est que vous avez des enjeux euh, divers et variés, économiques, sportifs, qui sont hyper sensibles et hyper importants. Mais en plus, vous avez des structures qui sont hyper changeantes. C'est-à-dire que vous changez de staff sans arrêt. C'est-à-dire que Ouais, moi, instable. je pourrais vous Ouais, décrire ouais, les différents staffs ouais. sur les 2 années que j'ai passées à Monaco. Voilà, ça change sans arrêt, que ce soit des staffs sportifs, l'encadrement, les Mm. responsables médicaux, etc. Ça bouge énormément. Donc, arriver à trouver de la stabilité là-dedans, et donc des interlocuteurs, et de mettre des interventions pérennes, c'est compliqué. Et comme le disait Chloé, il faut que ce soit vraiment porté par une institution entière pour que ça soit pérenne. Moi, j'avais une question un petit peu plus précise.
on a beaucoup cette culture du résultat en France aujourd'hui, ou que ce soit dans les entreprises ou même dans le monde du sport, où justement les cadres, que ce soit d'une entreprise ou les entraîneurs d'un club de foot, les deux cas fonctionnent, sont souvent amenés à avoir des résultats et souvent assez rapidement. Quand on parle de préparation mentale et de psychologie, c'est quelque chose qui est un petit peu antinomique. Est-ce que vous avez déjà été confronté à justement cette attente de résultat, cette culture du résultat? Ah, ça dépend ce que tu mets derrière, ça dépend ce que tu vas mettre derrière résultat. Euh, Moi, mon avenir, il n'était pas scellé aux résultats des équipes que je côtoyais, aux résultats sportifs. Par contre, pour moi, ce qui est plus important et sur quoi j'étais jugée, je pense que c'est davantage sur l'intégration et que le travail que je proposais soulevait. C'est-à-dire, est-ce que les joueurs et ou les joueuses prenaient, est-ce que le staff adhérait. Enfin, ça, je pense que c'est davantage des aspects sur lesquels on est jugé que par le résultat sportif en lui-même, parce que je pense que les gens, même s'ils sont conscients que le facteur mental est très présent dans la performance, ils sont aussi très conscients que c'est pas l'unique facteur. Donc, ce serait difficile de nous juger uniquement sur ça. Mais encore une fois, plutôt sur la manière dont on développe le projet et dont il s'intègre dans la structure, ça, je pense que c'est un critère sur lequel on est très observé. Oui, absolument. Ouais, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Chloé. Euh, c'est vraiment cette notion on en revient sur ça, hein, cette notion d'intégration, cette notion d'arriver à communiquer, à arriver à donner des feedbacks, à arriver à expliciter ce qu'on veut faire et là où on veut aller, sur lequel on est jugé. Parce que si on était jugé uniquement sur des critères de performance sportive, et c'est bien là où on en va sur la communication, ce que la question que tu posais avant, Valentin, sur le fait de communiquer par rapport à ce qu'on fait, etc. C'est toujours un petit peu, pardon, mais un peu casse-gueule de vouloir communiquer si on voulait aller sur ce terrain-là sur le sujet de la performance, parce que les performances, par définition, elles sont variables. Les athlètes, ils vont avoir des fois des bonnes et des mauvaises. Et ça ne veut pas dire qu'on a bien travaillé forcément quand il est très performant et qu'on a mal travaillé quand l'athlète n'est pas performant. C'est vrai pour un sport co, c'est vrai pour un sport individuel aussi. Donc, évidemment, nous, on s'inscrit sur ce qu'on met en place. On doit être jugé sur ce qu'on met en place et sur, je pense à la fois, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'attend la structure, voilà, ce qu'ils ont envie de voir se mettre en place, et puis sur le projet futur, voilà, comment on voit les choses, comment on veut développer les choses, qu'est-ce qu'on pourrait innover, qu'est-ce qu'on pourrait apporter. C'est plus là-dessus, je pense qu'on est évalué et clairement évalué. Très bien. Je m'étais réservé une partie un petit peu plus technique pour rentrer un petit peu plus dans le détail de vos métiers, pardon. Et l'idée de cette partie technique, c'était justement d'évoquer les différentes formes de préparation mentale qui existent dans le sport. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une multitude de techniques différentes. On parle beaucoup, par exemple, de la méditation qui est énormément pratiquée par énormément de sportifs de très haut niveau. Je pense à Lewis Hamilton, je pense à Djokovic, je pense à Cristiano Ronaldo aussi qui travaille beaucoup sur la méditation. Il y en a d'autres, évidemment, Michael Woods en cyclisme. Voilà, il y a un super article dans l'équipe que je vous amène à aller écouter. Il y en a d'autres. Il y a la PNL, la programmation neurolinguistique qu'on connaît. Il y a la sophrologie que tu as évoquée tout à l'heure, Cédric. On parle aussi d'hypnothérapie, d'imagerie mentale, qui est quelque chose qui revient beaucoup dans le monde du foot. Est-ce que vous, dans votre formation, vous avez justement une spécialité dans ces différentes techniques de préparation mentale, ou est-ce que vous avez une formation plus généralisée? Et puis, je parle pour vous, mais si vous savez un petit peu plus sur les différents psychologues qui travaillent dans le métier du foot, est-ce que c'est quelque chose, une généralité d'avoir plusieurs spécialités, ou est-ce que c'est euh, des cas à part? Euh, Bon, c'est une. Moi, je suis issue d'une formation de psychologie clinique, mais j'ai fait ma formation à l'école des psychologues praticiens. C'est une école qui délivre le titre de psychologue au même titre que l'université, mais qui a cette particularité, qui est un avantage et un inconvénient. Moi, je l'ai pris comme un avantage et j'en ai fait vraiment une force, mais de nous former à différentes approches et de pas nous surspécialiser sur une approche, par exemple. Soit psychanalytique, soit comportementaliste, cognitiviste ou autre, enfin, d'essayer de nous... Mais je pense que, bon, en plus, je veux pas répondre à la place de Cédric, mais pour savoir un peu comment il travaille aussi, je pense que on gagne à remplir notre boîte à outils de multiples approches pour différentes raisons. Parce que déjà, ce qu'on va proposer, ça correspond à une situation.
Donc, on est confronté à des situations multiples, donc on a quand même intérêt à être armé de différents outils. Et puis, bien sûr, à la personne. Tu parlais de la méditation. On a rencontré hier le fondateur de Petit Bambou, qui est une application de méditation qui apparemment, il nous l'expliquait, qui est donc très très connue en France, dont l'application est très téléchargée, et notamment ils ont des versants sur des modules pour les sportifs, et certains sportifs, comme tu dis, se mettent à la méditation. Alors moi, je trouve ça très bien. Je suis juste consciente que ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc qu'on soit capable de faire de la méditation avec certains, de l'imagerie avec d'autres, une approche centrée sur les pensées et les émotions avec encore un autre public. Enfin, voilà, moi je pense que c'est vraiment ce qui fait la qualité d'un accompagnement, c'est de savoir s'adapter à la situation et à la personne. Et pour ça, il est préférable d'être outillé de manière la plus complète possible. Oui, non, tout à fait d'accord. Encore une fois, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai commencé. Alors, je suis beaucoup plus âgé que Chloé. J'ai commencé à une époque où arriver à essayer de travailler dans ce milieu-là, c'est il y a une vingtaine d'années en arrière, personne ne parlait de préparation mentale, personne ne parlait de psychologie du sport, et on passait vraiment pour des gourous tous, formés par formés, etc. Et soyons honnêtes, il y avait quand même beaucoup de n'importe quoi aussi à cette époque-là, de gens qui démarchaient à droite et à gauche, et c'était forcément d'autant plus difficile de passer derrière. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que arrivant, moi, dans ce milieu-là où je me suis... Moi, j'ai fait un parcours universitaire de psychologie clinique, j'allais dire classique, tout en sachant que je voulais aller en psychologie du sport. Donc j'ai dû avoir une ouverture. J'ai dû avoir une ouverture en me disant il faut que je m'intéresse à des choses parce que c'est pas mon contenu universitaire qui va me permettre de répondre à la spécificité de ce milieu-là. Donc moi je suis passé, j'ai été stagiaire au laboratoire de psychologie du sport, qui est pas du tout mon univers. Donc j'ai découvert tout un tas de choses que je ne connaissais pas, donc des protocoles, des outils. Je me suis intéressé à la relaxation. Je me suis intéressé bien avant qu'on parle de pleine conscience et que ce soit très en vogue, évidemment à la méditation via le bouddhisme zen ou des choses comme ça, et toute la philosophie autour du zen que je trouvais absolument passionnante et qui était repris notamment dans des bouquins qui touchaient au sport. Je pense notamment à Phil Jackson, l'ancien entraîneur des Bulls de Chicago, qui était un apôtre vraiment et qui a été pour moi d'ailleurs une vraie référence dans mon parcours professionnel, dans ma manière d'aborder les choses. Donc la relaxation, la méditation, et puis plus récemment l'imagerie mentale, il y a des choses formidables, des innovations, des choses spécifiques. Alors je me suis aussi allé me former là-dessus, et en relaxation, je me suis formé en relaxation pour vraiment comprendre ce que c'était, formé en imagerie mentale pour arriver à compléter. Parce que, et je vais tout à fait dans le sens de Chloé, l'ensemble de ces compétences, c'est des outils, des techniques que vous mettez à disposition, que vous pouvez sortir de votre boîte dans le cadre de votre travail avec un sportif. Et c'est pas des réponses en soi. Et c'est jamais des réponses en soi. Mais par contre, ça peut être des formidables outils pour compléter de manière spécifique un travail que vous avez entrepris avec un athlète. Moi, j'ai aussi commencé même à faire des choses plus spécifiques sur l'imagerie mentale en essayant de les importer aussi sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose sur lequel voilà, ça a eu un franc succès, où ça a eu beaucoup d'impact positif en essayant d'avoir des séances de préparation mentale en imagerie mentale qui étaient directement sur le terrain. Donc voilà, toujours Quoi, par aussi exemple? innover là-dessus. Moi, je me permets de te couper, mais tu peux nous donner un exemple? Oui, non, non, bien sûr. Bah, en fait, pour renforcer des sensations de confiance par rapport à des gestes spécifiques, des choses que j'ai commencé à mettre en place ces dernières années, c'était de travailler un geste spécifique, mettons une reprise de volée pour un joueur, lui donner évidemment les bases de la préparation mentale et du coup de la relaxation, parce que moi je trouve intéressant de mêler là aussi la relaxation et une technique respiratoire en même temps qu'on fait l'imagerie mentale pour favoriser un état de concentration. Donc travailler des gestes spécifiques, et ensuite sur le terrain on met en pratique ce même geste, et faire des séries, si vous voulez, avant-après. C'est-à-dire qu'on fait une série avant du geste, on fait une séance d'imagerie mentale sur le terrain, et on réexécute les gestes. Et on compare en fonction de différents critères
via l'athlète, et moi ce que j'ai via l'athlète et aussi via le coach lui-même. Et ça c'est quelque chose où les résultats étaient d'ailleurs assez surprenants en termes de différentiel. Donc voilà, y a beaucoup de choses à innover, beaucoup de choses à créer. Je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que l'outil doit rester un outil. Voilà. Là où on sort, si vous voulez, où on tombe sur des dérives dans cette pratique, c'est quand les gens présentent un outil comme des réponses à tout. Et moi, on m'a présenté ça. J'ai entendu des gens qui me présentaient la méditation, comme tu l'as dit, Valentin, la méditation pleine conscience comme une réponse à tout, absolument à tout, ou l'imagerie mentale comme une réponse à tout. Bon, pour être honnête, pas tellement l'imagerie mentale, mais voilà, leur approche, leur technique comme une réponse à tout. Et il n'y a pas voilà, on propose, et tout à fait comme l'a dit Chloé, il y en a qui vont pas du tout adhérer sur la relaxation. Vous allez leur faire 3 exercices, ça va les faire chier, mais royalement. Ils ont pas envie de ça, ils aiment pas cet état, etc. Ou les stresser. Ou les stresser, absolument. Et pareil pour la méditation. Il y en a, je pense même pas forcément que ce soit une bonne chose pour tout le monde. Il y en a qui, voilà. Et il y en a qui vont s'approprier l'outil, vouloir en faire, vouloir le faire avant tous les matchs, etc. Donc, les outils, c'est une force de proposition pour moi. Alors, les outils, justement, c'est intéressant parce que là, on parlait des différentes techniques de préparation mentale. C'est ce que je disais, justement, il y a de plus en plus d'outils qui viennent accompagner ça. Et c'est vrai que nous, c'est un sujet sur lequel on s'est pas mal penché, Mm. notamment quand on a parlé des différents clubs allemands. Par exemple, je pense à Hoffenheim. On a évoqué aussi plusieurs fois le cas de Dortmund ou de Fribourg, qui sont des clubs qui sont très avancés technologiquement sur ces nouveaux outils, par exemple sur la préparation mentale avec de la VR. On a parlé pas mal du Footbonaut, là, qui est cette espèce de salle qui teste la réactivité des joueurs. Moi, je voulais savoir justement qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de tous ces outils. Est-ce que c'est des outils supplémentaires, vous, dans votre métier? Quel regard vous percevez là-dessus? Je pense que je peux t'interroger plutôt toi, Chloé, parce que, comme tu le disais en introduction, le centre de recherche a un département justement sur les nouvelles technologies d'apprentissage. En fait, il y a une réelle volonté et un réel besoin d'apporter des réponses aux questions qui vont être posées. Donc, l'idée, c'est dans les différents axes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement de pouvoir proposer différents outils. Et tu l'as dit, on a des partenaires donc, comme Musicaire, qui est une application de thérapie digitale basée sur la musique, qui aide notamment qui est un outil très efficace pour diminuer l'anxiété et faciliter l'endormissement. Alors, c'est un outil, par exemple, qu'on va pas utiliser. Alors, c'est les grands absents du débat juste depuis le début de notre enregistrement, mais les staffs, les enregistrements, les staffs et les entraîneurs sont des personnes qui indéniablement font partie des trajectoires de performance et leur accompagnement est selon moi vraiment primordial. Donc, par exemple, ça, c'est des outils qu'on peut utiliser auprès d'eux pour justement faciliter l'endormissement après un match quand on cogite et qu'on refait le match. Des outils j'ai parlé de Petit Bambou qui a vraiment une application incroyable, justement très pédagogique pour le développement de ses habiletés de méditation, mais aussi de concentration, parce qu'il a des partenariats avec des experts de la concentration comme Jean-Philippe Lachaud qui propose des programmes. Jean-Philippe Lachaud, on développe aussi des protocoles d'entraînement et d'optimisation de la concentration avec lui. Donc, l'idée, c'est de vraiment développer, d'utiliser des outils qui sont déjà sur le marché, mais qui sont pas forcément aujourd'hui utilisés dans le champ sportif, mais nous, de les ramener à notre utilisation et aux objectifs qu'on a. Et puis, de développer et d'utiliser des nouvelles technologies qui se développent. Et notamment, tu parlais de la réalité virtuelle, ça en fait partie. Ça en fait partie puisque c'est un de nos axes forts et on a effectivement un partenariat avec le laboratoire de Rennes qui est spécialiste sur la scène nationale mais internationale également. Et ça fait partie des outils qu'on va utiliser pour développer différentes habiletés. À la fois la concentration, la prise de décision, mais moi j'y mets aussi beaucoup de la gestion des émotions derrière, parce qu'en réalité virtuelle, on peut exposer les gens à différents scénarios et justement les habituer à développer des réponses adaptées, ou du moins optimiser la qualité de leurs réponses. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler derrière ces nouvelles technologies. Chloé, je garde la main avec toi parce que j'ai un autre dérivé sur la question de la préparation mentale, qui est le sujet de la préparation mentale collective. Toi, je sais, Chloé, que l'un des sujets de ton doctorat, c'était par rapport à un terme que je ne connaissais pas, qui s'appelle le terme des stresseurs partagés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un stresseur partagé et en quoi ça peut aussi aider dans la préparation mentale?
Je pense que si, tu les connais, Valentin, mais tu les avais pas identifiés dans ta vie jusqu'alors. Mais on en rencontre tous des stresseurs partagés dans les groupes dans lesquels on appartient. Ça peut être notre famille, ça peut être notre groupe d'amis, ça peut être notre équipe quand on fait un sport co, ou même un sport individuel, parce que moi je suis issue de la gymnastique, mais en gymnastique c'est un sport individuel dans lequel on pratique dans un collectif. Ces stresseurs partagés, c'est ceux qui vont toucher simultanément plusieurs personnes et qui vont plus être considérés par l'individu comme mon problème, mais qui vont être considérés comme notre problème. C'est vraiment la manière dont on va évaluer les choses. L'erreur d'arbitrage, elle est rarement, quand elle touche un joueur qui se sent victime d'une injustice parce qu'il n'a pas été arbitré correctement. Si on regarde bien sur les images et sur la manière dont l'équipe réagit autour, très rapidement, ça peut devenir notre problème. Comme, là j'ai pris l'exemple un peu basique et puis ça parle à tout le monde, mais par exemple être confronté à une équipe en face de nous qui nous met en difficulté, qui est plus performante que nous et qui nous fait déjouer, ça c'est un stresseur partagé puissant parce qu'en fait on vit tous au même moment ce sentiment d'impuissance et cette difficulté à faire face ensemble. Et c'est pas mal de rencontrer des stresseurs partagés parce qu'en fait quand on est dans cette évaluation partagée et collective, on met en place et on développe, enfin dans le meilleur des cas, si on est bien entraîné à ça, des stratégies collectives pour y répondre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris que c'était pas mon problème ou ton problème, mais que c'était notre problème, eh ben on va pouvoir allier nos forces, on va partager les responsabilités et on va développer ensemble des stratégies efficaces. Et ça, oui, c'est une approche qui est pas ici du milieu sportif. J'épilogue pas trop longtemps, mais je trouve quand même que c'est assez intéressant. C'était au départ utilisé dans la psychologie en étudiant les catastrophes naturelles, parce que un tremblement de terre ou un incendie, c'est typiquement quelque chose qui impacte beaucoup de monde au même moment, ou également dans les psychologies de la famille. Quand dans une famille, les parents divorcent, c'est rarement le problème du papa ou le problème de la maman, ça devient très vite le problème des enfants, du papa, de la maman, de la famille dans son ensemble. Ou quand dans un couple, un individu est malade, on s'aperçoit que l'individu en question guérit mieux quand le couple considère que cette maladie, c'est pas ton problème, c'est notre problème et on va y faire face ensemble. Donc, c'est de ce milieu de la santé que sont arrivées ces études et nous, on les a intégrées dans le contexte sportif. Ouais, c'est vrai que j'ai découvert ça moi en relisant un petit peu une partie de ta thèse et j'ai trouvé ça très intéressant. Justement, comment est-ce qu'on va travailler cette préparation mentale collective? Comment est-ce qu'on va mettre en avant ces stresseurs partagés pour mieux les combattre? Et d'ailleurs, moi, j'ai un cas qui me vient là tout de suite parce que j'ai regardé dernièrement la série de Amazon sur Arsenal qui s'appelle All or Nothing. Et il y a une espèce de fascination, alors pas seulement dans la dernière saison avec Arteta, mais dans toutes les dernières saisons avec Guardiola, etc., sur ces formes de discours d'avant-match qui sont en quelque sorte une préparation mentale collective où l'idée c'est justement de fédérer, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça et justement comment est-ce qu'on travaille ces préparations mentales collectives, Cédric? Oui, alors, moi, j'ai fait des interventions. Alors, je parlerai pas de. Oui, enfin, c'est des formations collectives. Je fais des formations collectives, des interventions collectives. Évidemment c'est intéressant. Là, c'est évidemment aussi à travailler au plus près avec les staffs, comme le disait Chloé, parce qu'il faut que ce soit fait de manière harmonieuse. Des fois, alors, j'ai fait différentes choses. Euh, des programmes de formation collective sur les bases du mental, où ça j'ai pu faire ça sur des saisons en fait. J'avais initié ça notamment auprès du pôle France de basketball, euh, où on avait mis, voilà, en réfléchissant avec les entraîneurs sur les bases du mental, et on faisait des formations, on a fait des formations collectives, et mes collègues psychos d'ailleurs sont venus me rejoindre là-dedans. On a fait aussi d'ailleurs sur d'autres pôles après, pour donner des bases du mental, mais aussi de créer comme ça une émulation collective de l'échange entre les athlètes en dehors justement d'un temps, je dirais, classique, vous voyez, d'avant-match ou d'entraînement, où ils peuvent réfléchir ensemble sur les choses et aussi partager des réflexions ou des angoisses communes. Et puis j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement riche d'avoir des fois un athlète très fort d'un groupe qui prend la parole pour dire que lui il se sent voilà, pas en confiance sur un point par rapport à d'autres athlètes qui des fois sont plus faibles à côté, et que ça a une répercussion énorme et que ça vaut 1000 mots de se dire ah ben lui aussi il peut douter, lui aussi il peut avoir des doutes, lui aussi il peut. Alors ça c'est formidable. Et puis en même temps on donne des bases, un langage commun. Je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au langage commun, je crois beaucoup au vocabulaire commun. On utilise des mots du champ de la psychologie dont des fois on ne connaît pas les définitions. En tout cas, des fois l'entraîneur il a une définition, mais les athlètes ils ont tous la leur.
Donc c'est intéressant. On dit pour toi, c'est quoi la confiance, c'est quoi la concentration, c'est quoi la gestion des émotions, c'est quoi le stress, c'est quoi, voilà. Et quand on a les mêmes définitions, bah, ça veut dire que quand l'entraîneur il va faire appel à un mot, bah, on va tous avoir le même repère. Donc on va aussi gagner en efficacité sur ce qu'on veut accomplir derrière. Donc il y a des choses comme ça. Et puis des fois il y a eu des demandes plus spécifiques. Je pense à la fédération de badminton ou avec l'équipe de France de badminton notamment où il y avait ou l'équipe de France de karaté où on m'a demandé des choses plus spécifiques voilà pour aborder un événement spécifique et là voilà il y a une commande j'allais dire et puis on réfléchit à cette commande à comment aborder les choses sur un contexte particulier vous voyez parce que la dernière fois, on avait perdu en demi-finale, parce que là, on sait qu'il y a une pression particulière sur tel événement, parce qu'on est à domicile, parce qu'on est à l'extérieur, tout ça. Et puis, oui, bien sûr, je pense que c'est des choses qui sont passionnantes. Je pense même que euh, j'allais pas dire essentiel, mais on travaille tellement mieux lorsqu'on peut faire les deux, lorsqu'on peut travailler avec les athlètes et qu'on peut aussi participer à cette dimension collective. Mais forcément, ça nécessite qu'on vous ouvre la porte, hein, comme toujours, qu'il y ait un staff qui vous fasse confiance, et on en revient sur cette question de confiance, pour travailler avec vous, pour réfléchir avec vous, et puis pour vous permettre d'aller sur cette dimension-là, parce que on le dit toujours, le premier préparateur mental d'une équipe, c'est l'entraîneur et les entraîneurs. Ce sont eux les premiers préparateurs mentaux. Donc nous, on doit venir servir leur projet sportif et du coup, ça doit être fait vraiment en bonne concertation avec eux. Chloé, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, sur la notion de langage commun, je partage et j'ajoute, moi, ce qui je trouve très important il y a deux choses que je trouve très importantes dans ce travail collectif. C'est augmenter le niveau de la connaissance partagée. Donc, il y a effectivement dans la connaissance partagée le fait d'utiliser le même vocabulaire, mais d'avoir de la connaissance partagée sur comment chacun fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est plus, parce que la préparation mentale au niveau individuel, elle est aussi censée faire optimiser la prise de conscience de comment je fonctionne, qu'est-ce qui marche chez moi, qu'est-ce qui marche pas, quels outils je peux mettre en place, etc. Mais ça devient encore plus puissant quand cette connaissance, elle est partagée. Quand ma coéquipière ou mon coéquipier, il sait que ça me met en difficulté. Quand il sait que quand je suis en train de réagir comme ça veut dire que je ressens ça, etc. Cette connaissance partagée, mais ça, l'armée l'a très bien compris avant le sport. Hein. C'est-à-dire que quand justement on sait quand les individus d'un groupe savent comment les autres fonctionnent, et ben ils optimisent leur manière de réagir ensemble. Et puis l'autre aspect, le deuxième aspect, c'est cette notion des compétences au niveau interpersonnel. C'est-à-dire que, encore une fois, qui plus est dans des sports où on est taxé peut-être parfois à tort d'individualisme comme le football, développer ces compétences interpersonnelles, alors que ça soit sur la gestion du stress ou sur la gestion des émotions ou autre, mais être capable de comprendre ce qui se passe chez l'autre pour pouvoir en retour soit m'adapter, soit lui apporter une aide pour que lui puisse s'adapter. Ça, encore une fois, c'est un facteur qui est une réelle plus-value dans la préparation des équipes. Tout ce que vous dites est évidemment absolument passionnant. Je me permets du coup d'avancer un petit peu dans l'autre sujet. Pour ça, je vais me permettre de citer Jean-Yves Augier, qui est le directeur de la performance du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, si je ne dis pas de bêtises, qui disait: «La psychologie est le fondement de l'aspect athlétique». Et à travers cette phrase, moi, je voulais parler justement d'une conséquence d'une bonne préparation mentale. On dit souvent que quand la tête va, le corps suit, mais c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu moins évident quand on parle de sportifs de haut niveau, où on sait que justement, l'aspect athlétique, c'est souvent quelque chose sur lequel ils sont quand même assez rodés et on n'envisage pas que justement, une préparation mentale défaillante puisse impacter les performances athlétiques d'un joueur. Alors qu'il y a plein d'exemples qui montrent que si. Et si on peut parler, de manière aussi un petit peu plus globale justement des conséquences d'une bonne préparation sur la prévention des blessures. Il y a beaucoup de cas inverses où justement les joueurs mal préparés mentalement ont tendance à se blesser et à se reblesser souvent, à rechuter sur les mêmes blessures. Est-ce qu'on peut parler de manière globale justement de l'aspect physique grâce à la préparation mentale et de la prévention des blessures? Oui, oui, bien sûr. Bon, après, je laisserai Chloé qui, je pense, aura plus de choses pointues à dire sur le sujet et répondre. Moi je sais que, si vous voulez, euh, de plus en plus dans le sport moderne, euh, on s'appuie beaucoup sur la technologie, on s'appuie beaucoup sur les sciences du sport, on s'appuie beaucoup sur les datas qui sont aujourd'hui extrêmement, extrêmement présentes et qui sont extrêmement riches et extrêmement intéressantes. De l'autre côté, évidemment, ce qui peut poser problème dans la surutilisation de ces datas et des aspects quantifiés de la performance,
c'est le contexte, l'individualisation et l'aspect justement mental, psychologique. Et comme toute chose, comme c'est vrai pour la psychologie, il faut être prudent sur le fait que ça ne devienne pas des vérités en soi. Et on en revient aux mêmes fondamentaux qu'on a commencé à évoquer pour moi tout au début de ce podcast, pardon, à savoir, on a affaire avant tout à des êtres humains. Donc, la capacité, le potentiel physique, athlétique d'un joueur, d'un athlète, et ensuite la capacité à utiliser pleinement ce potentiel, c'est plurifactoriel. C'est pas seulement parce qu'on est capable de courir, capable de faire un contrôle, capable de faire une tête à tête détente, que ensuite on est capable de le reproduire. Donc c'est intéressant à la fois, je pense, de s'intéresser à toutes ces données-là, mais c'est aussi de voir sur les leviers, notamment psychologiques, pour rebondir sur ce que tu disais, Valentin, qu'est-ce qui va permettre de mettre l'athlète dans les meilleures dispositions psychologiques pour optimiser un potentiel ensuite physique, athlétique. Et les deux sont forcément liés. Je vous dirais l'inverse. Lorsqu'un athlète prend en confiance au niveau physique et athlétique, ça renforce évidemment tout un tas d'aspects psychologiques sur sa capacité à accomplir des choses. Donc, c'est des vases communicants. Il faut évidemment ne pas les cliver. Il faut s'intéresser aux deux et s'intéresser aux passerelles, ce qui est le travail que je tends une perche à Chloé qui Une pourra passe nous décisive. expliquer probablement voilà, passe décisive, j'espère en tout cas. Non, mais c'est une question qui animait beaucoup Frédéric Aubert à la FFF quand il y était, et puis Thomas Pavillon, qui est aujourd'hui chercheur et responsable de la préparation physique, nous parle tout le temps du physico-mental. Donc, je pense que c'est une petite dédicace que vous lui faites par cette question. Mais les vases sont effectivement extrêmement communicants, et moi, je me souviens vraiment de Frédéric Aubert qui disait, quand il préparait l'équipe de France féminine, en disant mais quand elles sont bien physiquement, je suis sûre que ça renforce leur confiance en elles, et j'en suis intimement persuadée. C'est-à-dire que faire une bonne préparation physique, ça contribue aussi à un début de préparation mentale. C'est-à-dire que si on reprend la définition du stress, pareil, je me lance pas dans un cours, c'est promis, mais c'est vraiment une perception déséquilibrée des exigences auxquelles je vais être confrontée et des ressources dont je dispose. Et ben, les ressources physiques, elles font partie. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer cette balance. Exigences, ressources. Ben, les ressources physiques, elles font intimement partie de cet équilibre. Et renforcer ces ressources physiques, ça a autant de poids que renforcer ces ressources psychologiques, ces ressources relationnelles et ces ressources footballistiques, techniques, tactiques, etc. Donc, je pense qu'il y a un réel lien et qu'on pourrait l'exploiter encore davantage. Et sur le deuxième aspect, en lien avec les blessures, ça, je sais que c'est des travaux qui sont engagés avec l'INSEP, avec des chercheurs à l'INSEP, notamment Alexis Ruffo, qui met enfin, c'est pas lui, il y a d'autres chercheurs avant, mais qui ont mis en évidence effectivement un certain nombre de liens entre certains traits psychologiques et certaines dispositions comme l'anxiété et l'augmentation du risque de blessure. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit et en même temps rien dit à la fois. Mais par contre, il y a des travaux qui sont aussi engagés sur justement comment, dans la période de réathlétisation, on s'assure de cet équilibre et de ce renforcement des habiletés mentales pour que les athlètes reprennent dans les meilleures dispositions et évitent le risque de récidive, diminuer le risque de récidive. Donc il y a des travaux qui sont engagés en ce sens dans le sport actuellement. Ouais, je sais que Delphine Herblin notamment a pas mal traité ce sujet de la prévention des blessures, et je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là. Bon, j'ai une dernière question parmi les 1000 questions que j'avais encore à vous poser. Mes filles ne pleurent pas non plus, hein, donc. Oui, bon, voilà, je profite d'avoir encore un petit peu de temps pour poser cette dernière question. Je voulais parler justement de la question de la préparation mentale, spécifiquement dans le cadre du football, qui, on le sait, est un petit peu le sport roi aujourd'hui en France et plus globalement même en Europe, on peut le dire, je pense. Dans le monde du football aujourd'hui, il y a évidemment les réseaux sociaux qui jouent une part hyper importante dans la vie des joueurs. Il y a la question des paris sportifs aussi qui est en train d'émerger, les téléphones portables, les smartphones. Voilà, tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'un point de vue psychologique d'être un footballeur de haut niveau, d'autant plus quand on est très très connu, mais là c'est encore des cas particuliers. Euh, pour faire un comparatif avec les autres sports, est-ce que c'est plus compliqué d'accompagner aujourd'hui un footballeur professionnel, plutôt qu'un sportif professionnel issu d'un autre sport?
C'est pas plus compliqué, c'est différent. Euh, euh, Chaque sport a ses spécificités. Le football en a beaucoup que tu viens de décrire. Ce qui est spécifique au football, c'est certaines de ces spécificités, on les rencontrera dans quasiment aucun autre sport, en tout cas en France, parce qu'on n'a pas un tel niveau de professionnalisme. On va dire sur tout ce que ça implique. Hein. Je parle quand de professionnalisme, j'entends notamment de salaire, d'impact médiatique. Je veux dire, vous n'avez qu'à voir, quand vous regardez les couvertures de l'équipe, vous pouvez avoir la une sur un match de championnat et un encadré sur une finale de championnat d'Europe d'un autre sport en parallèle. Donc c'est l'impact médiatique du foot écrase absolument tout. L'intérêt du public pour ça, les conséquences éventuelles hein, d'échecs ou de succès. Donc voilà, tout ça forcément sur la dimension mentale, psychologique dans l'accompagnement de ces athlètes-là, c'est une vraie différence. L'impact des réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu as cité. Évidemment, ça fait aussi une très grande différence. Aujourd'hui, il y a presque une formation spécifique qu'il faut avoir dans l'accompagnement de ces athlètes sur comment est-ce qu'on gère cette image, ces réseaux sociaux, parce ils ont grandi avec ça. Ils sont pas devenus footballeurs professionnels du jour au lendemain, ils ont grandi, c'était des gamins, des ados, et puis encore une fois, moi jeune, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas tout ça, on n'avait pas cette complexité-là à gérer, mais eux, ils ont grandi avec ça, ils sont complètement, je dirais, ça fait partie de leur vie, donc on ne peut pas juste leur dire, n'y va pas, ne regarde pas ton téléphone, etc. Donc, et encore une fois, c'est pas la même chose lorsque vous avez 1000, 2000 abonnés sur votre compte, lorsque vous en avez 1 500 000. C'est une dimension qu'on ne se rend pas compte. La popularité, sortir de chez vous, pas pouvoir faire vos courses, est reconnu par tout le monde, être sollicité en permanence. Et puis le degré aussi, je dirais, un petit peu de paranoïa que ça peut engendrer, parce que vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes très jeune, alors est-ce qu'on s'intéresse vraiment à moi pour moi? Voilà, vous avez des amis qui surgissent de partout, vous avez des cousins, vous avez tout ça qui surgissent de partout, qui vous sollicitent, qui s'intéressent à vous. Donc tout ça n'est pas évident pour un jeune homme à gérer, à faire la part des choses. Et puis, surtout, l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière est beaucoup plus violente dans le foot en Europe que n'importe quel autre sport. C'est-à-dire, vous passez vraiment de l'étoile montante parce que vous avez mis 2 buts et tout le monde parle de vous et vous êtes, voilà, peut-être vous allez être en équipe de France, peut-être ci, peut-être ça. Et puis, à un moment donné, soit vous vous blessez, soit vous jouez moins bien, soit vous êtes sur le banc, soit vous êtes sorti du groupe. Et puis, alors là, voilà, vous n'existez plus, vous basculez totalement dans l'ombre et c'est très violent, c'est très très violent, c'est haut et c'est bas, c'est va-et-vient. Alors ça existe évidemment dans tous les autres sports, hein, je ne dis pas le contraire, c'est juste que c'est démultiplié par la force médiatique qu'est le football. Donc c'est ça la spécificité. Donc c'est pas plus difficile, mais il faut bien avoir conscience de cette spécificité lorsqu'on travaille avec cette population-là. C'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Oui. Et puis moi, je compléterais avec ce qu'a dit Cédric sur la spécificité au niveau des joueurs, avec la spécificité au niveau des entraîneurs, qui est vraiment une des populations cibles qu'on a envie d'accompagner. Cette exposition médiatique, elle leur est réservée également. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sports où la durée de vie d'un entraîneur, elle est de 14 mois. Donc, et plus dans certains clubs où l'instabilité est très importante. Donc, ils sont surobservés, ils sont surattendus, ils sont surévalués et ils ont assez peu de ressources mises à leur disposition pour quand je parle de ressources, n'entendez pas les ressources financières parce que j'entends déjà les retours, mais ils ont assez peu de ressources psychologiques pour pouvoir les ressources humaines et pas que en tant que personne, mais les bonnes personnes et les compétences qu'on va leur apporter pour faire face à cet environnement, cette jungle dans lesquelles ils sont plongés. Et c'est vrai que nous, en particulier mes collègues qui les accompagnent et qui les forment depuis des années, il y a une réelle souffrance chez certains entraîneurs de football due à l'exposition à laquelle ils sont soumis et aux critères auxquels ils sont régulièrement évalués avec des environnements extrêmement violents. Oui, oui, et puis, pardon, pour compléter sur ce que tu dis, Chloé, il y a quelques années de ça, lors d'une intervention sur un congrès à l'INSEP, on m'avait posé cette question-là de savoir
quel était a priori le futur développement qu'on va avoir sur la psychologie du sport, sur quoi il faudrait vraiment qu'on insiste. Et c'était intéressant parce que c'était un constat qu'on avait fait avec des collègues au niveau européen, c'est l'accompagnement des staffs. Et moi, ma réflexion à l'époque, elle n'a pas beaucoup changé, c'est qu'on est au même niveau de tabou et de réticence des entraîneurs à se faire accompagner aujourd'hui qu'on avait avec les athlètes il y a 10-15 ans. Donc ça évolue, il y a des athlètes qui commencent, des entraîneurs justement qui commencent à témoigner et qui commencent à le... Il y a Christophe Pellissier, par exemple. Voilà. Christophe Pellissier, il le fait beaucoup. Voilà, et il y en a qui commencent à en parler, etc. Mais je pense qu'il y a, encore une fois, cet entraîneur, il est censé représenter la confiance absolue, voilà, le management, et dans le milieu, encore une fois, là, on parle spécifiquement en plus au milieu du foot. Donc le fait de se faire accompagner, de pouvoir, qu'est-ce que ça sous-entend? Parce qu'il y a évidemment, hein, et dans le milieu du foot, moi, j'ai vraiment découvert ça. Euh, il y a une méconnaissance des fois entre les athlètes et moins les entraîneurs, mais aussi des fois sur les entraîneurs, sur réellement quand on parle de psychologie du sport ou de préparation mentale, de quoi on parle, réellement de quoi il s'agit. Des fois, c'est quand même beaucoup d'athlètes que j'ai rencontrés dans le milieu du foot, c'était la première fois de leur vie qui parlaient des fois à quelqu'un qui faisait de la préparation mentale. Donc c'était un grand point d'interrogation. Donc on peut se mettre à leur place et comprendre hein, qu'il y ait une réticence à travailler dans ce sens-là. Mais clairement, le niveau de pression sur les entraîneurs, comme tu l'as dit, est extrêmement important. Le rapport à la défaite, arriver à créer un environnement positif tout en gérant cette pression-là, c'est le futur challenge d'arriver à progresser là-dedans, je pense, pour cette discipline, on va dire. Bon, alors je profite parce que je n'ai toujours pas entendu d'enfant crier, donc je suppose qu'il doit me rester encore le temps pour poser une dernière question, qui est une question récurrente qu'on pose à la fin de chacune de ces émissions. Si vous deviez, peu importe votre niveau, que vous soyez président de la République, président de la FFF, président de club, je ne sais pas, si vous étiez président et que vous deviez prendre une décision, ou que vous pouviez prendre une décision pour améliorer la question de la préparation mentale en France, aujourd'hui dans le football, laquelle serait-elle? Non, mais moi, je serais pas présidente de la République, mais du coup, je veux bien être ministre de la Santé dans ces cas-là. Mais moi, je me centrerai, pour répondre à ta question, je me centrerai pas sur la préparation mentale, mais sur l'accompagnement en général. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on gagnerait tous, mais sportifs, non sportifs, à être accompagnés. Alors accompagnés, on met ce qu'on veut derrière, un coach, un psychologue, un thérapeute, des approches psychocorporelles, de la relaxation. Mais vraiment porter un regard sur soi, s'accorder du temps et de l'importance pour mieux comprendre comment on fonctionne et mieux s'adapter. Et ça, je, je pense vraiment que toutes les, toutes les difficultés et les blocages que Cédric décrit et que je peux aussi décrire à certains niveaux sur les possibles réticences, ça vient aussi qu'on n'est pas du tout acculturé à ça. D'ailleurs, en France, vous dites pas que vous voyez un psy, vous voyez quelqu'un. Ça en fait partie, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cette culture, que les Sud-Américains ont beaucoup plus, par exemple, que les Nord-Américains aussi, il me semble, à un moindre niveau, mais tout de même. Et nous, en fait, c'est pas culturel d'être dans un process d'accompagnement. En tant que psychologue, c'est quelque chose qui nous est très fortement recommandé, pour pas dire obligatoire. Moi, je trouve ça fabuleux dans sa vie d'être accompagné, de faire un travail sur soi, de développement personnel, de connaissance de soi. On traverse les épreuves avec quand même beaucoup plus de facilité. Et je trouve que s'il y avait un coup de baguette magique à donner, en fait, il se ferait pas en haut de la montagne sur ces athlètes qui sont vraiment sur des préparations optimales. Il se ferait sur la base, c'est-à-dire sur tous ces jeunes qui vont passer dans les écoles de foot, sur tous les parents qui vont être sur les bords du terrain et sur tous les arbitres et les entraîneurs qui vont être dans ce milieu-là, que d'avoir la possibilité dans leur cursus scolaire, de formation et autres, d'avoir un temps d'initiation au développement personnel, à la connaissance de soi, à l'accompagnement psychologique, on y met ce qu'on veut, mais voilà. Et ça, si ça vient dans notre culture, on aura moins de mal à travailler avec les élites sportives. Cédric, à ton tour. Oui, oui, elle a dit, je pense, l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est le plus important, évidemment, c'est de développer cette culture. Je peux qu'abonder dans ce sens. Je crois que
ce qui est important, là, si on parle du sport de haut niveau en général, c'est que euh, les, les jeunes ont des réticences logiques, mais ont une ouverture aussi, une curiosité. Et cette curiosité, cette ouverture, elle peut se fermer avec le temps. Parce que les épreuves de la vie font que on est justement, en grandissant, on est beaucoup moins ouvert à ça. Euh, on est moins enclin à découvrir ou à se confier, etc. Mais moi, ce qui a été hyper intéressant, je prends cet exemple-là, c'est de travailler des fois avec des jeunes issus de centres de formation et puis de, les, de les retrouver plus tard au niveau professionnel, par exemple, et de voir que bah, ce travail, c'est des fois même pas un, un, un accompagnement important, mais cette prise de contact, comme le disait Chloé, cette sensibilisation à ce domaine-là, bah, le travail avait été fait et on sait de quoi on parle, on sait à qui on a affaire, etc. Vous savez, souvent une allégorie que moi je prenais, c'est que la première rencontre que vous avez avec un psy ou un préparateur mental, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais elle est déterminante. Pourquoi? Parce que vous allez croiser des médecins dans votre vie, vous allez croiser des dentistes, vous allez croiser tout un tas de professions, mais des psys, vous pouvez en croiser qu'une fois. Donc si ça se passe très mal la première fois, des psy ou des préparateurs mentaux, bah, ça va totalement vous dissuader à en voir d'autres. Et ça, nous, on l'a connu dans notre métier 1000 fois. Ah non, j'en ai vu un quand j'avais 12 ans, c'était épouvantable, je ne veux pas y retourner. C'est quelqu'un qui a 35 ans qui vous dit ça. Alors, le fait d'arriver à mettre, si vous voulez, dans les structures sportives, alors aujourd'hui c'est formidable, en France, soyons clairs, l'arrêté du bilan psychologique obligatoire qui a été instauré il y a 20 ans en France pour tous les sportifs de haut niveau, et ça a été une avancée prodigieuse que nous envient beaucoup de pays et en Europe et dans le monde. Donc ça a été quand même une très grande avancée. Ça a été prolongé dans le foot, vu qu'on est sur un podcast sur le foot, euh, euh, où on a aussi mis cette obligation aujourd'hui dans le football professionnel de Dans faire passer, l'obligation du cahier de charge. voilà, d'avoir ce bilan psychologique également. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, alors les textes, ils sont faits comme il se trouve que dans les textes, il n'y a pas écrit nécessairement que les bilans psychologiques doivent être Mm. faits par des psychologues, mais ça, du coup, ça ne veut pas dire que nécessairement ils rencontrent un psychologue, c'est malheureux, mais c'est quand même très souvent le cas. Ça permet d'avoir ce premier contact, et ce qui est important, c'est cette sensibilisation. C'est-à-dire, voilà, c'est quoi la réalité de la psychologie. C'est pas parce que t'es fou, c'est pas parce que on pense que tu as des énormes problèmes, c'est pas pour venir parler de choses dont tu n'as pas dont t'as pas envie de parler. Voilà quoi. La réalité, c'est un dialogue, essayer de mettre des mots sur des choses, essayer d'expliquer des fois des choses qui touchent à ton fonctionnement, comme disait Chloé, te permettre de te questionner, de voir l'intérêt que ça peut avoir. Et puis voilà, on a fait ce travail-là. Donc je dirais, si on peut, que ce soit dans les clubs, dans les structures sportives, et au niveau, et là je rejoins encore une fois Chloé, pas seulement au niveau des athlètes, mais au niveau des staffs et au niveau des parents, permettre d'avoir une vraie sensibilisation sur ces bases de la psychologie du sport qui a quand même aujourd'hui une existence qui est ancrée dans énormément de pays. Ça va tellement effectivement faciliter le travail pour les sportifs lorsqu'ils vont être à haut niveau et que toutes les problématiques liées au haut niveau vont leur tomber dessus, que ce soit des questions liées à la performance ou aux blessures, etc. etc. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent pour cette première Merci à émission de la vous. saison. Moi, ça a été un vrai bonheur de pouvoir échanger avec vous. Et puis, de manière générale, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des experts sur ces sujets-là, qui sont des sujets qu'on évoque probablement pas assez, je trouve. Euh, Juste avant de partir, Cédric, est-ce que tu veux refaire un petit coup de communication sur ton bouquin? Oui, bon, le bouquin, il est sorti maintenant, ça fait un moment, hein, ça fait 2000, il est sorti en 2016. 16, je crois. 2016, Ouais, c'est oui, ça. c'est facile à me rappeler. C'est la date de naissance de ma fille. Donc, oui, le bouquin, il s'appelle Devenir champion aux éditions Solar. Et puis, c'est quelque chose que j'avais à cœur d'écrire parce que je pensais avoir une expérience un peu singulière, d'avoir commencé à travailler dans ce milieu-là, encore une fois, à une période où tout le monde ne travaillait pas, où il n'y avait pas tant d'écrits que ça sur notamment l'aspect clinique, sur voilà, de pouvoir donner des cas cliniques avec des interprétations, de pouvoir parler un peu de ce que voilà, moi j'aimais bien appeler la psychologie clinique du sport. On n'était pas franchement dans la préparation mentale et on n'était pas franchement dans la psychothérapie. C'est entre deux justement de la psychologie du sport.
à la fois pour donner des choses sur la réalité de la pratique, mais aussi surtout de la réalité, l'envers du miroir de c'est quoi être sportif de haut niveau, au-delà de ce qu'on nous communiquait dans les médias, de la réalité de notre travail. Donc voilà, c'était une satisfaction toujours de pouvoir d'aller au bout d'un bouquin et de publier ça. Voilà. Chloé, un petit coup de promo à rajouter de ton côté? Je sors un livre de cuisine et je vous donnerai ma recette de ratatouille. Encore une fois, mettre en lumière le centre de recherche de la FFF et on aura bientôt un site internet qui va être livré dans quelques semaines, pareil, sur lequel vous pourrez aller voir l'ensemble des actions qu'on propose, les formations, les masterclass, les podcasts également, des interviews d'experts qu'on pourra mettre en ligne. Eh bien, merci encore à tous les deux. Ça y est, on arrive définitivement au bout de cette émission après quasiment 1h15 d'entretien. Donc voilà, merci encore pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On est très heureux de lancer cette deuxième saison de 11e art avec vous tous. Restez connectés parce qu'il va y avoir plein d'épisodes différents qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein de nouveaux épisodes. Allez, ciao!